Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre collègue Gianpaolo Furriele, qui est psychanalyste et sexologue et qui est membre de notre association internationale de psychanalyse laïque, pour nous entretenir sur un thème très important pour qui a à cœur justement le sort de la psychanalyse, c'est-à-dire la psychanalyse aujourd'hui et plus particulièrement la psychanalyse laïque. Alors, je vais introduire un peu ce thème, hein. Après, nous allons dialoguer avec Jean-Paul sur ça. Cette expression psychanalyse laïque en France n'est pas très comprise, n'est pas très développée, hein. Il m'arrive souvent, quand j'en parle, de recevoir des questions, mais qu'est-ce que c'est? La psychanalyse ne devrait pas avoir un côté religieux. Mais en réalité, l'analyse, c'est un terme qui avait été employé en premier par Sigmund Freud dès le début, hein, de la psychanalyse pour défendre des collègues non médecins. Voilà. Et, aujourd'hui, étant donné la sanitarisation, hein, galopante du champ psy, cette expression a été étendue non seulement aux psychanalystes non médecins, mais aussi aux psychanalystes non psychologues, et pour être plus précis encore, aux psychanalystes qui justement n'adhèrent pas aux critères sanitaires. Voilà. Pour des tas de Exactement. raisons, peut-être nous entrerons dans les détails dans cette émission, dans cet enregistrement. Alors, vous savez, la psychanalyse a tout. Sigmund Freud il avait défini un métier impossible. Parce qu'il y a le problème des résistances, il y a le problème, le fait que les analysants sont très conflictuels. Ils veulent et en même temps, ils ne veulent pas guérir, entre guillemets, hein. Ils veulent, mais en même temps, ils ne veulent pas affronter véritablement la source de leur conflit, de leurs problèmes. Et ça, c'est une situation, disons, objective, qui est donnée dès le départ. Ça n'a pas changé. Mais maintenant, comme je l'ai dit auparavant, dans d'autres occasions, la psychanalyse est devenue un métier doublement impossible. Parce Mm. qu'en plus de cela, il faut ajouter aussi des tas d'autres problèmes, dont la sponsorisation énorme des psychotropes, de la psychiatrie, de la psychopharmacologie. Et là, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et aussi euh, de l'essor, hein, pas du succès, parce que le succès, c'est déjà plus compliqué à définir, de l'essor des psychothérapies dites techniques, donc des textopsies. Et il y a encore énormément de personnes en France, surtout, mais pas seulement, qui confondent la psychanalyse avec une technique. C'est-à-dire, ouais, ce serait une technique qu'on pourrait avoir dans les mains, qu'on pourrait utiliser avec d'autres techniques, par exemple, non? Et donc, il y a beaucoup de personnes qui se présentent comme psychanalystes, mais aussi psychothérapeutes, etc., etc. Plus on en a, mieux c'est. Donc, la psychanalyse, dans notre optique, évidemment, ce n'est pas cela, parce que c'est une discipline à part entière et c'est une expérience très délicate qui va dans le profond des choses. C'est vraiment la seule, disons, approche qui s'intéresse véritablement au monde intérieur des personnes. La psyché, c'est ça, hein. Exactement. C'est ça, c'est l'âme, c'est le monde intérieur des personnes, hein. Donc, ce n'est pas quelque chose de technique. On ne va pas viser directement le symptôme pour essayer de faire en sorte que la personne reprenne à fonctionner comme elle fonctionnait avant. Vous voyez? Et donc il y a aussi beaucoup, beaucoup d'ennemis très aguerris, hein. Je vous rappelle, hein, ça se voit aussi à partir des publications, hein. Dernièrement, le livre noir de la psychanalyse, qui a été publié écrit et publié par un ensemble de comportementalistes Mm. et, et cognitivistes anglo-saxons. Aussi certains philosophes comme Michel Onfray, avec son livre Freud, le crépuscule d'une idole, les dites Freud Wars, hein, les guerres freudiennes, hein, qui montrent bien que vraiment il y a une attaque sur tous les fronts envers la psychanalyse, hein. Il y a aussi des documents, des documentaires
enfin, il y a vraiment, on n'en finit plus, hein. Donc il y a ça aussi, hein. Donc elle est dans cette situation de confusion. Et nous, avec l'Association internationale de psychanalyse laïque, nous essayons justement de revenir aux fondamentaux, parce que nous nous apercevons qu'il y a par exemple pas mal d'associations qui sont nées dernièrement en France de psychanalyse, et je me rends compte que les personnes qui gèrent ces associations, ben, ne connaissent pas les fondamentaux de la psychanalyse. Et donc, de ce pas-là, je peux prévoir, sans risquer de trop, que la psychanalyse sombrera, tombera dans le chaudron qui n'a rien de magique des psychothérapies, sous peu. Voilà. Donc, ça sera sa fin, effectivement. Ça sera, Espérons pas. voilà. J'espère Alors, voilà. pas. Voilà, justement. Alors, voilà, je vous donne la parole pour savoir ce que vous pensez de tout ça et si vous pouvez ajouter quelque chose. Bah, merci beaucoup, Antoine. Donc, concernant la psychanalyse laïque, c'est l'un des concepts, en fait, base de la psychanalyse parce que c'est quelque chose qu'on retrouve déjà en 1929. C'est en fait avec son livre pour la défense du cas Reich. Voilà, c'était donc pour l'exercice illégal de la médecine que Freud prend quand même une, prend quand même un engagement hein, vis-à-vis de l'exercice de la psychanalyse par des non-médecins. Quand on parle de non-médecins, effectivement, on parle soit par des non-médecins qui n'ont pas de cursus en médecine, mais également par des non-psychologues. D'ailleurs, à l'époque, et même en France, la première faculté, la première filière de psychologie arrive en 1949. Donc, jusqu'à cette période-là, les psychanalystes qui exerçaient la psychanalyse étaient soit des médecins, soit étaient des gens qui ont risqué d'être quand même accusés d'exercice illégal de la médecine. Et on a les cas en France, par exemple, l'un des cas les plus connus, c'est le cas de Williams, et c'est également le cas de Marie Bonaparte, la Oui, princesse qui a emporté en France aussi les œuvres, le travail de Freud. Elle était élève, et donc, analysante donc, de Sigmund Freud, et c'était aussi par son travail et son engagement qu'aujourd'hui, en France, on peut exercer librement la psychanalyse. Et effectivement, tu as raison. Tu as raison parce que le concept de psychanalyse laïque, je pense que c'est même un concept culturel à chaque pays. La France est peut-être l'un de quelques pays, je pense l'un de deux pays en Europe qui donne, offre la possibilité aux non-médecins et aux non-psychologues de pouvoir exercer la psychanalyse. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Italie, d'où je viens, où pour exercer la psychanalyse depuis 1989, à la suite de la loi Ossicini, il faut être psychothérapeute. Donc, il faut avoir un titre d'État pour pouvoir exercer la psychanalyse. Et je reviendrai sur la loi Ossicini, je pense que tu connais mieux que moi, pour faire une comparaison. Mais c'est, comme je disais, la psychanalyse laïque, c'est un concept peu connu en France, mais très important parce que l'exercice de la psychanalyse aujourd'hui repose en fait sur ces concepts-là et qui est depuis au moins les années 70 à la suite donc d'un arrêté du tribunal de Nanterre qui disait que la psychanalyse laïque ne peut pas être assimilée, donc ne peut pas être comparée non plus à l'exercice de la médecine. C'est à partir de ce moment-là que donc fin années 70, qu'en France, on peut exercer librement la psychanalyse. Mais comme tu sais, cette liberté est toujours en péril parce qu'il y a eu quand même pas mal de propositions de loi et il y a encore des propositions de loi qui sont mises sur table pour essayer d'encadrer encore plus cette pratique. Il y a eu déjà une fois le cas, la loi Coyer, qui a quand même encadrer d'une certaine façon l'exercice de la psychothérapie, pas de la psychothérapie, mais plutôt du titre de psychothérapeute. Et donc, je trouve que c'est culturel parce qu'en Italie, on en parle parce qu'on a eu l'expérience de la loi Ossicini. On en parle en Espagne également parce que même en Espagne, pour exercer, il faut être psychiatre. Vous pouvez exercer la psychothérapie, vous pouvez exercer le coaching, mais la psychanalyse quand même est assimilée aussi à la psychiatrie. Donc il y a quand même, comme tu disais justement, il y a une sorte de d'hygiénisme aussi oui, qui est à côté de la psychanalyse aujourd'hui. oui, tout à fait, c'est vrai. Je parle de sanitarisation parce Oui, qu'évidemment, cela comporte l'adhésion à certains critères qui ont toujours été étrangers à la psychanalyse, hein. Bon, absolument. évidemment,
pour bien se comprendre entre collègues. On peut parler de névrose, de psychose, on peut parler de pas mal de choses, mais le psychanalyste ne fait pas de diagnostic, ne distribue pas de psychotropes ou de techniques. Hein, il écoute. C'est, disons, en paraphrasant Mircea Eliade, c'est Mhm. un expert de l'écoute, si on veut. Exactement. Et combien est difficile aujourd'hui de trouver un espace véritablement d'écoute. C'est-à-dire où Et il y je a une crois personne. aussi, ouais, Oui, oui, allez-y. et mais justement, c'est le seul espace d'écoute libre qu'on a sans pouvoir être jugé. Ouais, il y a Oui, quand même pas mal de questions qui se posent quand vous avez des eh clients, des oui. patients, des analysants qui viennent vous confier leurs fantasmes, leurs questionnements. Là, on est vraiment dans une vraie démarche d'écoute sans jugement. Je pense qu'aujourd'hui, l'analyse, la psychanalyse, c'est le seul moment que vous avez pour être libre. Et c'est cette liberté, c'est cette autonomie, je pense, qui dérange également. Oui, tout à fait d'accord. Oui, oui. Mais ça fait partie de sa portée révolutionnaire, subversive, dès le début. Ouais. Déjà, elle a été subversive pour pas mal de choses, elle l'est toujours, mais c'est justement cette composante subversive qui gêne. Parce qu'on ne peut pas justement posséder la Mm. psychanalyse, on ne peut pas posséder l'inconscient. Ça gêne beaucoup, parce faudrait que ça serve le système. Oui. Et que le Je crois psychanalyste, qu'existe, par contre, vous savez, le psychanalyste ne travaille pas pour l'État ou pour un absolument. groupe ou pour la famille. Il est là pour son analysant, c'est tout. Et surtout, n'impose pas de modèle. Oui, Chose qu'on voit, exactement. par exemple, dans la nouvelle psychothérapie, il y a toujours, au-delà de l'efficacité, je ne parle pas de l'efficacité, hein, Oui. mais il y a quand même un modèle de référence. Hein, quand vous allez faire des TCC, vous allez proposer des modèles. Quand vous proposez des modèles, vous donnez pour acquis que quand même ces modèles-là peuvent marcher pour tout le monde. Mhm, Est-ce bien que c'est sûr. le cas finalement? Et autre chose, je crois quand même qu'en psychanalyse, il y a quand même une partie de théorie et une partie aussi de technique, c'est-à-dire l'écoute, l'attention flottante, par exemple. Il y a quand même des choses qu'on utilise en psychanalyse, mais c'est vrai que aujourd'hui, on n'apprend pas la psychanalyse à l'université. Moi, j'ai un peu de méfiance quand je vois des cours d'université qui vous disent psychanalyse clinique, technique de psychanalyse. On n'apprend pas du tout. Déjà, il y a pas de facultés de psychanalyse, mais il y a quand même des diplômes universitaires qui dont la durée d'un an ou 2 ans, mais c'est pas non plus un DU, c'est pas non plus un diplôme qui fait la psychanalyse. Et d'ailleurs, ce n'est pas non plus la maîtrise, le master de psychologie qui fait les psychanalystes. Ça c'est important de le dire parce qu'on voit de plus en plus de psychologues, cliniciens également, qui n'ont jamais fait une analyse dans Bien leur sûr, vie bien sûr. et qu'à la suite d'une formation d'un DU et un master de psychologie s'y définissent eux-mêmes psychanalystes. Voilà. Donc, Et quelle est ça, la ça fait limite vraiment aujourd'hui? ça fait vraiment beaucoup Oui, de mal à la psychanalyse. oui, mais surtout, quelle est la limite du charlatanisme aujourd'hui? Parce j'entends ces mots un peu éparpillés un peu partout, un peu dans la bouche de psychologues, de professionnels, de journalistes, d'opinions, de leaders variés. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un charlatan? Parce que quand on parle de la psychanalyse, j'entends toujours cette non-scientificité, mais est-ce qu'aujourd'hui les gens qui font de la psychanalyse sont des psychanalystes? Soit sont d'autres professionnels qui n'ont jamais été formés à la psychanalyse. Ça aussi, c'est important de le savoir. Ah, c'est extrêmement important. C'est bien pour cela que, à l'Association internationale de psychanalyse laïque, nous revenons vraiment, comme je disais auparavant, aux fondamentaux, même en ce qui concerne la formation. C'est-à-dire Oui, que pour nous, un psychanalyste, c'est quelqu'un qui a passé une analyse personnelle approfondie. Approfondie, c'est-à-dire que quand même, elle dure quelques années, au moins. Parce qu'il y a et vraiment, on trouve de tout. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont fait quelques séances enfin, pour avoir fait quelques séances seulement avec un analyste, par exemple, connu, voilà, maintenant, il s'arroge le droit de se présenter comme psychanalyste. Mais c'est pas ça, c'est une expérience vraiment très délicate. On peut pas, disons, surmonter nos résistances, approfondir et résoudre certains problèmes comme ça en deux et deux quatre. Vous oui. voyez, Et surtout, la psychanalyse ne se résume non plus, ça c'est pas seulement mon avis, mais c'est l'avis aussi de quand même de pas mal de psychanalystes, ça se résume non plus à une certaine connaissance de la psychopathologie, qui quand même, j'imagine qu'une bonne partie des psychanalystes connaissent,
Donc, la psychanalyse, c'est pour ça que je dis, on ne l'apprend pas à l'université parce que vous n'aurez jamais, par exemple, d'enregistrement des séances de psychanalyse. C'est quelque chose d'irrépétible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas répéter. Donc, comment on apprend à être psychanalyste en faisant justement ce que tu viens de dire? Il faut passer forcément par une analyse personnelle parce que c'est à ce moment-là donc on arrive à dépasser donc ces résistances, etc. Mais on arrive aussi à apprendre vraiment quel est le fonctionnement de la séance de psychanalyse. Bien sûr, c'est là qu'on apprend ce qu'est une résistance, ce qu'est un refoulement, ce qu'est même à la rigueur un archétype. Absolument, absolument. Là, c'est Oui, avec c'est vrai. l'expérience. C'est avec l'expérience. C'est pour ça que la Ouais. psychanalyse, c'est avant tout une expérience. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, il y a la question d'encadrer, de tout encadrer aujourd'hui, hein. Eh oui, bien sûr. Mais il y a un mot qui est utilisé par l'un des adhérents honoraires de cette association, Roland Gori, par exemple, de l'un Oui, de ces, je ne me rappelle pas le titre, mais il parle d'un sujet, d'un mot anglais qui s'appelle nudge. Quels sont les nudges? Sont ces mots valises aujourd'hui qu'on tient dans le discours, dans l'opinion publique, non? Vous avez, par exemple, là, c'est empowerment, c'est libérer les injonctions sociales, c'est dans notre nudge. Mais aussi, dans le nudge, on a aussi charlatanisme, on a aussi encadrement. C'est-à-dire que la question d'encadrer, par exemple, je reviens sur la création, aujourd'hui on en parle beaucoup de la création d'un ordre de psychologues, hein, en oui, France. oui. Donc, encadrer, l'expérience qu'on a aussi par les autres pays européens qui ont encadré l'exercice de la psychothérapie, ça vous met pas à l'abri des dérives qu'il peut y avoir. Il y a d'autres buts. Le but d'un ordre, à mon avis, c'est pas celui de mettre à l'abri les patients et les clients donc, par des abus, par des carences. C'est, à mon avis, c'est plus un but politique, Bien c'est-à-dire sûr, encadrer pour mieux gouverner, bien tu sûr, vois. bien sûr. Pour mieux Et gouverner, aussi, il y a toute la retombée économique de pouvoir qu'on peut retrouver quand même dans le conseil directif d'un ordre. Ça, il faut le bien dire. sûr. Et on peut dire qu'en Italie, cette institution d'un ordre de psychologues avec la liste des psychothérapeutes, c'est une faillite totale. Absolument. Même les psychologues le disent, hein, de toute façon. Déjà, vous commencez un cursus universitaire qui dure plus longtemps qu'un cursus de médecin. Déjà, c'est très onéreux parce que quand même, il faut dire que donc vous avez un master, vous terminez votre parcours avec un master, donc ça fait 5 ans. Vous avez un an de stage et plus vous avez pour exercer en tant que psychothérapeute, donc pour exercer en tant que psychanalyste, parce que les écoles de psychothérapie vous habilitent également à l'exercice de la psychanalyse, il faut faire des écoles qui durent au moins 4 ans. Oui, Et les coûts, quand même, le coût, le prix de ces écoles-là est quand même très important à bien soutenir. sûr, bien sûr. C'est un Mm. business, hein, c'est un véritable Oui, business. ah bah oui, oui, Alors, oui, oui. pour la précision, oui, que vous savez que je me suis penché beaucoup sur la situation de la psychanalyse et des psychanalystes en Italie. J'ai même écrit un livre qui a été publié en Oui. France, la psychanalyse au bûcher, hein, par Eddie Livre. Mm. Euh, pour la précision, je disais que, bon, en réalité, cette loi Ossicini ne concerne pas les psychanalystes. Parce que dans la loi, la psychanalyse, enfin, le mot psychanalyse, ni psychanalyste, ni psychothérapie psychanalytique, etc. Enfin, la psychanalyse a été, disons, rayée, a été enlevée du texte de la loi. Il y a eu tout un iter, un parcours avec les associations de psychanalyse qui s'étaient opposées à l'époque et qui ont fait qu'à la fin de ce parcours, les expressions qui contenaient la parole psychanalyse dans ce texte ont été rayées. Seulement, contrairement à ce qui s'est passé en France, on n'a pas justement mentionné la psychanalyse et donc on a laissé un blanc. Et vous savez que quand on laisse un blanc, d'un point de vue juridique, eh ben, ça laisse, disons, l'espace aux interprétations. Et Oui. donc, en réalité, maintenant, les psychanalystes qui ne sont pas inscrits à l'ordre des psychologues, en réalité, en théorie, peuvent exercer, mais ils ont toujours, en Italie, hein, mais ils ont toujours cette épée de Damoclès Ouais. sur leur tête qui est toujours prêt à leur tomber dessus parce qu'ils peuvent recevoir des dénonciations de la part de l'ordre des psychologues, justement, de leur région pour exercice abusif de la profession de psychologue ou de psychanalyste.
Parce il y a l'amalgame. Moi, j'ai vu quand même qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui sont psychologues. La plupart des psychanalystes en Italie, c'est des psychologues. Et j'ai vu également que la profession, donc la psychanalyse est comparée à la psychothérapie. Il y a eu même un arrêté d'un tribunal qui a dit que la psychanalyse, en réalité, c'est une psychothérapie. Et c'est ça le problème, c'est ça qui pose problème un peu. Attention, attention, parce que là, je connais la personne en question Oui. qui a eu cette sentence, et j'ai lu le texte de la sentence. En réalité, elle ne dit pas cela, hein. Mm. C'est vrai elle n'est pas très, enfin, elle est très réduite, hein. On se serait attendu à une explication un peu plus sérieuse, hein. Mais enfin, elle dit seulement que la psychanalyse, comme elle a été exercée par cette personne, est une Mm. psychothérapie. Donc, elle ne dit pas que la psychanalyse est une psychothérapie. Mais vous savez, ce sont des nuances. Vous imaginez, déjà, la psychanalyse est très délicate, hein. Bon, Freud avait défini le métier impossible, hein, pour des tas de raisons. En plus de cette problématique, on va lui mettre euh, par-dessus ce genre d'obstacles qui vraiment finissent par enlever tout stimulus quant à l'exercice de ce métier. Et alors, quelqu'un pourrait penser, je suis sûr même que ça arrivera, hein, que bon, même si la psychanalyse, demain, devait disparaître, bon, il y a des problèmes qui sont peut-être plus graves. Oui et non. Je réponds oui et non parce que quand même, comme vous avez dit, la psychanalyse a une portée subversive. C'est quelque chose aussi de culturel et c'est le seul espace d'écoute et de liberté Mm. que l'on peut Absolument. trouver en ce sens-là, hein. Donc, en fin de compte, si la psychanalyse venait à disparaître, eh bien, qu'est-ce qu'il resterait? Il resterait la maigre consolation des psychothérapies techniques et des psychotropes. Et c'est ce qui est en train de se réaliser. Voilà. Il y a une médicalisation de la santé mentale. Exactement. Ça, c'est évident. Exactement. Ça, on peut Et le vous avez tout à fait constater. raison quand vous dites que la psychanalyse est en dehors des statistiques, parce qu'évidemment, ce n'est pas reproduisible. Parce que chaque cas, chaque personne est considérée comme unique. Et c'est la Mm. vérité. On le sait même. Voilà. Elle Moi, est je unique. donc tous les discours dans les médias, donc tous les discours dans l'opinion publique. Dans la plupart des cas, c'est des discours qui sont menés par des groupes de pouvoir. Donc, Bien sûr. vous trouvez quand même des professionnels de santé, vous trouvez tous les gens qui ont un intérêt quand même, hein, à encadrer ce domaine-là. Et puis, de côté, vous trouvez quand même pas seulement les psychanalystes, mais vous trouvez également tous les gens qui ont vécu sur leur peau. Qu'est-ce que ça veut dire à passer une psychanalyse? Il y a, à mon avis, cette question de l'encadrement qui est centrale. Il y a cette question de la scientificité qui revient souvent. Cette question de dire, mais la psychanalyse n'est pas scientifique parce qu'on ne peut pas la démonter scientifiquement. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là, mais je dirais autre chose. Je dirais, même hein, si je viens donc, si je suis d'accord avec vous que c'est bien scientifique, c'est la confession. C'est à peu près Ah, la même dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Est-ce que vous voulez même qu'on encadre la confession? Voyez? oui, Et donc pour revenir, pour renforcer le discours d'un encadrement possible, pour renforcer ces rayonnements au pouvoir de l'État, qu'est-ce qu'on soutient? On soutient ce qu'on appelle les dérives sectaires. Derrière je pense que là, c'est un autre nude, c'est un autre mot valise qu'on utilise dans les discours, dans les médias, que ça ne veut rien dire, mais ça n'a pas de sens. Quand on parle de dérive, c'est qu'est-ce que ça veut dire secte? Qu'est-ce que ça veut dire dérive sectaire? Vous voyez? bien sûr, bien sûr. On parle de confréries, mais quand on parle de médecins, par exemple, on parle de confrères. Est-ce que c'est une secte aussi être un médecin? Vous Donc, savez, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, cette oui, définition. Dérive sectaire. le sous-titre de mon livre que j'ai cité tout à l'heure, Psychanalyse au bûcher, le sous-titre c'est De nouvelles sorcières pour de nouveaux Bah inquisiteurs? oui, Point d'interrogation.
Ce sont les Les nouvelles histoires, sorcières. C'est le retour des sorcières, quoi. Voilà, le retour. bah, le pouvoir a toujours trouvé les boucs émissaires pour faire Bien sûr, passer, bien sûr. voilà, ces lois, etc. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous voyez, par rapport à l'hypnose, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'hypnose pour la dénigrer? Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'abattre, pour faire la guerre à l'hypnose? On dit que qui fait l'hypnose, c'est un charlatan, que c'est une méthode qui n'est pas scientifique. Donc, quand vous parlez, quand vous tenez ces discours devant des gens qui n'ont pas les bases et qui n'ont pas les ressources pour analyser ce que vous dites, tout le monde dit oui, c'est celui qui fait l'hypnose, c'est un charlatan. C'est du charlatanisme. Mais les gens ne savent pas que l'hypnose, en particulier l'hypnose ericksonienne, a été créée par un psychiatre, en l'occurrence Erickson, que l'hypnose, une partie de l'hypnose classique, on l'utilisait au tout début du siècle, du XXe siècle, mais on l'a tout de suite abandonné, et qu'être en hypnose, ça ne veut pas dire qu'on abuse de vous. Voyez, qu'est-ce qu'on fait pour aujourd'hui, pour garder ces caps? On dit tout est charlatanisme, tout n'est pas scientifique. Donc, comme c'est pas scientifique, c'est quelque chose qui ne Alors marche pas. voilà, justement, je voudrais revenir sur ce concept de scientificité que vous avez soulevé, hein, et ce sera probablement le dernier point que nous traiterons, parce que effectivement, c'est très important, parce que qu'est-ce que la science? Il faut se demander qu'est-ce que être scientifique ou pas, parce que, par exemple, euh, ce qu'on appelle le monde intérieur ou la psyché, alors évidemment, quand on parle de âme, ça ne fait pas scientifique. On préfère utiliser le mot psyché. Et Hmm. psyché, en grec, psyché, ça veut dire âme. Donc, le monde ça veut dire élan vital, souffle vital, par extension, ça veut dire âme, hein, ce qui anime. Voilà. Donc, psyché, c'est ça. Et le monde intérieur, ce ne sont pas les neurones ou le cerveau, etc. C'est justement ce que nous sommes, nous, hein, euh, que nous habitons ce corps, hein, que l'autre. Donc, et il n'y a pas de microscope pour voir ça. Sigmund Freud était médecin neurologue. Il a commencé sa carrière comme chercheur en biologie, hein. Il avait déjà même publié des travaux importants, hein. Et il travaillait à l'Institut Bruck, Vienne. Oui. Et quand il a voulu vraiment s'occuper de ses patientes hystériques, eh bien, il a laissé tomber tout ça, il a laissé tomber le microscope parce qu'il avait vu que ça n'apportait rien. Il fallait inventer une autre méthode pour justement étudier le monde intérieur des personnes, pour le comprendre, pour mieux le comprendre. Et donc, il a inventé en même temps une nouvelle science. Cette nouvelle science, c'est pas une science objective ni objectivante, c'est une science du sujet. Et c'est pour ça que la Hmm. psychanalyse, fondamentalement, a du mal à être comprise. Parce que Hmm. c'est une science du sujet, c'est une science du singulier et pas de l'universel. Bon, on en revient toujours là. Et ça, c'est absolument indispensable de bien le comprendre. Il n'y a pas de microscope ou d'autres appareils qui puissent permettre d'investiguer la psyché. C'est seulement à travers le miroir d'une autre personne, si vous voulez, hein. Voilà. Oui, oui, en plus, moi je reviens aussi sur une question un peu plus politique également. En 1933, les nazis ont poussé à la Société psychanalytique de Berlin à changer de nom pour se transformer en société de psychothérapie. Donc, déjà, sous les nazis, on a apporté un changement. Je crois, et ça je le crois par rapport même aux autres thérapeutes, que ce soit aussi par rapport à la sexologie, par exemple, parce que la sexologie en France vit la même chose que la psychanalyse. Elle est libre, elle est autonome, c'est l'autonomie. L'autonomie, comment vous Oui. voulez encadrer des questions qui se refont à l'intimité des gens, hein? Comment vous voulez encadrer une vision qui appartient à l'individu lui-même? Donc là, je me pose vraiment la question de l'État. Est-ce que c'est le rôle de l'État, du pouvoir Bien sûr. politique, de devoir encadrer quelque chose, un choix qui appartient uniquement à la personne? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'État qui doit suggérer à la personne si elle doit se soigner, dans le mot psychanalytique, bien évidemment, chez un psychanalyste ou chez un psychologue ou chez un sophrologue, parce que c'est la même chose, chez un gestalt thérapeute? Je pense que ça, c'est l'autonomie de choix et qui doit rester libre en autonomie et c'est la personne qui doit le décider. Ce n'est pas à l'État de suggérer quel type de thérapeute c'est mieux pour la personne.
Je crois ça seulement. Hein. C'est quelque chose qui m'appartient et que j'ai avec moi, j'ai avec moi depuis longtemps. Oui, bien sûr, ça fait partie de ce que l'on nomme la liberté de choix thérapeutique aussi, hein. Absolument. C'est, c'est très important. Et vous avez parlé du nazisme. Je voudrais, pour conclure, rappeler que sur le bûcher du nazisme et du fascisme, ce sont pas les livres Et psychiatriques qui ont été vus, mais ce sont plutôt les absolument. livres de psychanalyse. Ah oui, 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 Vous oui. Ah voyez, oui, oui. voilà. Oui, et Bien, surtout pour dire écoutez, que quand même, et je termine surtout pour dire que oui, l'ordre, la création d'un ordre, ça ne vous garantit pas qu'il n'y a pas qu'il n'y aura pas de dérives. Hein. Aujourd'hui, on voit des dérives également dans les professions qui sont encadrées. bien sûr. Donc, depuis 20 ans, depuis 30 ans, la psychanalyse et la psychothérapie en France se portent très bien par rapport aux autres pays, et pourtant, il n'y a pas d'ordre, il y a pas de pouvoir d'État qui gère cette profession-là. Oui. Bien, eh bien, écoutez, alors, Voilà. je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. Merci Antoine. Et je rappelle à ceux qui nous regardent, qui regarderont cette vidéo, que notre association euh, est née en l'an 2000, bien que sous un autre nom, hein, parce que vous savez que les associations, ce sont des entités vivantes, donc elles peuvent aussi changer de nom selon les vicissitudes, mais qu'elles poursuivent toujours le même but, et donc la liberté justement de choix thérapeutique aussi, et la liberté de psychanalyse, et la distinction fondamentale pour pouvoir préserver justement le sort de la psychanalyse par rapport aux autres disciplines du champ psy. Parce que mettre tout ensemble, ça va faire en sorte que la psychanalyse deviendra, se réduira à une simple technique, elle perdra elle va se dénaturer, et donc après ce sera vraiment sa fin. C'est ce qu'on veut éviter justement. Donc merci Exactement. Giancarlo, et Merci à je vous toi donne Antoine. rendez-vous à nos prochaines vidéos sur notre chaîne. Au revoir. Merci, au revoir.